a fallu du temps pour comprendre qu'il y a l'harmonie des proportions, que l'homme n'avait pas la subtilité des reliefs, que l'homme, justement, parce qu'il a fait des faire-part dans le tableau de Madame, il allait falloir que Madame, proportionnellement, elle soit bien centrée au milieu du tableau. Qu'il allait falloir aussi peut-être mettre les attributs de la famille pour que le tableau reste dans la famille comme un symbole de la représentativité de la noblesse ou du rang que chacun occupe dans la maison. Et tout ça, petit à petit, avec une forme de travail sur la beauté, la forme, bien entendu, eh bien, va gagner en subtilité. La musique aussi va petit à petit s'améliorer au point qu'elle devient de plus en plus, comment dire, affinée, intéressante. Et elle n'est plus seulement la musique de rue du petit baladin qui se promène dans la cité, c'est la musique que l'on joue dans les châteaux pour agrémenter des soirées ou des salons mondains quand on parle de littérature ou autre, et on voit bien que déjà, là, on commence à changer de ton et de forme. Ce qui fait que quand on sort de cette période-là, eh bien, on a compris que l'harmonie des proportions est intégrée, on a compris aussi que la possibilité d'être plus précis et de donner à ces formes de la beauté, eh bien, on est passé à une étape supérieure, si vous voulez, de l'esthétisme. Et c'est un penseur qui va venir consolider tout ça, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant écrit La faculté de juger, c'est la troisième critique, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la critique de la faculté de juger. Et dans la critique de la faculté de juger, il vous explique en un premier temps qu'il y a des beautés naturelles. Vous voyez comme on va beauté en touche nos Grecs. Mais les beautés naturelles, eh bien pour lui, finalement, il dit si c'est naturel, c'est pas du beau. Parce que le beau, c'est ce qui doit passer par l'esprit. Donc, si je dis que la beauté naturelle d'une fleur, la beauté d'un insecte, la beauté d'un homme, parce que tout, c'est la nature. Bon, ici, vous choisirez une femme, moi, vous en conviendrez que je préfère imaginer un homme. La beauté d'un homme, finalement, c'est aussi de l'ordre de la nature. Quelle différence il y a entre l'homme que je contemple avec le buste, avec les muscles, etc., là, dans la nature, et cet homme qui est tout aussi beau mais qui est représenté sur la toile. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Et on se rend compte que Emmanuel Kant va vouloir donner une définition du beau, il va dire le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est-à-dire que le beau, ça doit plaire à tout le monde sans qu'on puisse le définir. C'est beau, mais on ne sait pas pourquoi. On est devant, on est touché, on est ému. On nous arrache, l'œuvre nous arrache que c'est beau. Parce que c'est l'œuvre d'art. C'est sublimé. Par contre, la nature, c'est une erreur de langage de dire c'est beau au sens artistique du terme. Ce qui fait que la nature, quand on va la contempler, il faudra simplement dire que c'est de l'ordre de l'esthète. Je suis sensible à ce qui m'entoure, au sens grec du terme, et non pas c'est beau au sens classique du terme, une fois qu'on a pensé et envisagé la notion de beaux-arts. Vous voyez, c'est particulier ce que je suis en train de vous dire. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça éclaire beaucoup les concepts. Vous savez que Kant avait horreur de la musique, parce que sa voisine apprenait à jouer du violon. Jamais vous trouverez une ligne de sympathie, et voire même plus de 2 lignes, puisque quand il en parle, il élude la question, faisant référence à la musique. Il déteste ça. Par contre, il vous parle de la peinture. Il vous parle du sublime. Parce que la nature, pour lui, puisque ce n'est pas l'œuvre d'art, ça ne peut pas être beau, on l'a dit, puisqu'il ne peut pas y avoir de beauté naturelle. Il faut que ça passe par l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui va rendre donc un concept de ce qui va plaire universellement, mais sans concept. Ce qui fait que lorsque je regarde la nature, je dis « Oh, c'est fabuleux, oh, c'est merveilleux ». En réalité, quand on dit, nous devrions dire « c'est sublime ». Vous avez tous vu la Bretagne cet hiver, avec ces tempêtes absolues. Vous avez vu la fascination qu'ont les gens, parce que même si on leur dit attention, c'est dangereux, n'y allez pas, ils y vont quand même. C'est le fascinance. C'est le fait qu'on veut aller voir de plus près. Eh bien, Kant l'explique déjà dans sa troisième critique. Il vous dit que nous contemplons la nature en nous disant qu'elle a quelque chose qui la rend sublime. Pourquoi? Parce qu'au moment où je fais l'épreuve de la tempête, dit Kant, je fais l'épreuve de la passion, je fais l'épreuve du tumulte. L'eau qui déborde, c'est l'eau qui en quelque sorte est plus puissante que le simple mouvement de passion que je peux avoir.
c'est le torrent qui se déchaîne, c'est la façon dont je me rends compte que je ne suis qu'un petit homme, c'est-à-dire que je suis fragile, fébrile, et qu'une simple vague pourrait me tuer. Et là, c'est extraordinaire, on a un mélange entre ce que le grec envisageait avec une sorte de sérénité, et de loin, parce que le grec n'est pas un inquiet. Mais les stoïques, ils allaient dans le rocher quand il y avait la tempête, ils se faisaient un peu malmener, et puis ils disaient qu'ils ne souffraient pas. Mais ils avaient vu les éléments de près, et ils s'étaient affrontés, ils s'étaient mis en relation avec les dieux qui les avaient en quelque sorte, comment dire, chahutés. Donc ce monde que nous contemplons, ce monde que nous admirons d'un point de vue naturel, n'est pas le monde des beaux-arts tel que nous l'entrevoyons aujourd'hui. Pour que la tempête soit belle, il faut qu'elle soit sublimée par l'esprit. Il faut qu'elle soit représentée sur le tableau. Tout ce qui est de l'ordre de la nature pour la nature, pour Kant, ce n'est que de l'ordre du sublime. C'est quand l'homme se rend compte que face à la nature, il est petit, que les éléments se déchaînent tellement qu'ils sont fascinants et qu'il prend conscience qu'il est mortel. Alors qu'au-dessus de lui, des choses se démêlent, se déchaînent et n'ont de réalité que l'éphémère de la tempête, mais en même temps, quand je serai morte, la mer, le vent, la foudre, ça existera encore. Ce qui fait que quand on dit qu'il faut rompre avec cette habitude de dire les beautés naturelles, de dire qu'une femme dans la rue qu'elle est belle parce que naturellement elle est, c'est du sacrilège pour Kant. Par contre, contempler une œuvre d'art et y voir une beauté, oui, c'est logique, parce que c'est passé par l'œuvre de l'esprit. Comment distinguer alors? Eh bien, à l'heure d'Emmanuel Kant, on a créé les beaux-arts. Les beaux-arts, c'est un lieu où on apprend, en quelque sorte, à dessiner, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mains des avant-bras. Alors ça existe déjà depuis quelques temps, parce que Kant, il arrive un peu tard, tout ça. Mais lui, il le théorise, il le conceptualise, et il nous dit, quand on est capable d'apprendre à faire des mains, à dessiner des pommes, on imagine un faisceau de lumière avec des ombres, à différentes heures du jour et de la nuit. Quand on apprend toutes ces choses-là, on est dans l'ordre, si vous voulez, de la technique. Il faut savoir que dans l'Antiquité, le mot art se disait technique. Ce n'était qu'une technique pour faire les choses. C'est pour ça que les Grecs ont méprisé les artistes, parce que celui qui allait peindre l'enfant en lui représentant dessus Zeus, Apollon ou je ne sais qui, rajoutait du superflu. Socrate disait, mais qu'est-ce que c'est que ces artistes qui finalement se servent de leur, comment dire, de leur talent, c'est-à-dire de leur technique, pour pouvoir créer sur les enfants ou sur des objets communs quelque chose qui donne l'impression que c'est beau. C'est pas ça la beauté. Parce que pour le grec, la beauté elle était plus naturelle, elle n'était pas passée par la technique. Là, on voit qu'on a une inversion. Tout ce qui relève de la technique au sens de je rends beau un objet, parce que c'est un objet utile et que j'ai envie quand même qu'il soit joli, eh bien ça s'appelle l'artisanat. C'est la technique au service de l'objet. C'est le beau qui est utile, ou l'utile qui est beau. En d'autres termes, c'est la bague à tabac de monsieur, c'est le bouclier de madame, c'est l'étui ou l'écran dans lequel on mange son lèvres. C'est ces éléments du quotidien que nous utilisons, que nous sortons en public, le stylo, la pipe, je ne sais pas moi, tous ces objets que nous utilisons en public et qui doivent avoir quand même un semblant de beauté. Et donc, c'est pas une beauté au sens strict du terme, puisque c'est, même si les pièces sont rares, aujourd'hui on est dans le mode de l'industrialisation, les pièces ne sont pas des pièces uniques. Ce n'est pas l'art pour l'art, ce sont des pièces qui sont là pour être vendues. Donc, vous l'avez compris. Kant va nous dire d'un côté, il y a les arts de l'utile, les arts de l'agrément, on appelle ça, c'est-à-dire tout ce qui relève de la technique en grec, donc de la technique qui permet de rendre beau les objets du quotidien. C'est les arts de la table, quand vous mettez la table là, vous soignez la façon dont vous mettez votre assiette, les couteaux qui vont bien avec la couleur de, je sais pas, la petite dorure, bon, bref, tout ça, c'est des arts de l'utile. Le fait de mettre des boutons de manchette à sortir votre c'est de l'art de l'utile. Vous voyez, c'est toutes ces choses qu'on utilise pour le quotidien, pour que le quotidien justement ne soit pas banal, qu'il soit embelli. Mais la beauté au sens strict, c'est pas l'artisanat, c'est l'art pour l'art, nous dit Kant. C'est l'art qui doit être beau pour lui-même, et qui doit être beau parce qu'il est passé par l'esprit. Comment le définir alors? Tout simplement parce que l'esprit, c'est celui qui est capable d'observer. J'observe la partie de carte.
Au moment où j'observe la partie de carte, je me dis, je vais rendre ça sur la toile. À ce moment-là, il va falloir que je m'applique. Je m'applique à la proportion. Je m'applique au détail. Je m'applique à faire que le portrait soit plus vrai que la nature, on dit. Ce qui veut dire que la beauté rejoint la vérité. Et en même temps, pour que ce soit beau et vrai, il faut que ce soit juste en proportion. C'est-à-dire c'est mathématique. L'art devient quelque chose de sublimé parce que ça ne peut pas être hasardeux comme dans la nature. Vous voyez un nid, c'est bien fait. Tiens, ça a fait des formes un peu bizarres, la manière dont l'oiseau a posé ses brindilles. Oui, mais c'est pas sciemment voulu. C'est le fruit de hasard et de la contingence. Tandis que la partie de carte représentée sur la toile, avec un monsieur qui regarde un peu de côté, comme s'il rêvait, comme s'il n'était pas à la partie, justement. Eh bien ça, c'est beau. C'est sublimé par l'esprit.